Oui, c'est vrai. Marguerite, Marguerite, vous avez de jolis yeux, mais vous êtes trop petite pour avoir un amoureux. Dans le village, au bout du village, il y avait une petite fermette. Et alors, dans cette petite fermette demeurait Raymond et Raymonde Levavasseur. Alors, ils avaient quelques champs, avec quelques vaches, 2 ou 3 moutons, 2 cochons, des lapins dans le clapier et un poulailler avec à l'intérieur des poules et un coq. Et alors, à l'entrée du poulailler, dans le mur, juste à côté de la porte, il y avait un clou. Un long clou, tout rouillé, tout tordu. Personne ne savait à quoi il était censé servir, ni depuis combien de temps il était là. Toujours est-il que là où il était placé, il était dangereux. Raymond ne cessait de le dire à Raymond. « Faudrait que tu m'enlèves le clou à l'entrée du poulailler. Il y a quelqu'un qui va s'accrocher dedans et qui va se blesser. » Les réponses de Raymond étaient toujours sensiblement les mêmes. « Je vais m'en occuper tantôt. »« Oh ben, je ne vais pas y aller maintenant, il pleut. »« Ben, je vais m'en occuper ce soir. »« Oh ben, on va faire ça demain. » Le clou était toujours fiché dans le mur. Un matin, Raymond, d'avec son panier, était rentré à l'intérieur du poulailler pour cueillir dans les nids les petits œufs tout chauds. Comme il allait en ressortir, voilà qu'il a vu sa jeune chienne toute fougueuse arriver vers lui. La connaissant, elle allait lui sauter dessus. De peur qu'elle casse les œufs dans le panier, il souleva le bras, fit un mouvement de recul et là, oh, oh. Ah oui, le clou, dans le pantalon et dans la fesse. Le coq et la jolie poulette étaient tous deux proches voisins. Le coq et la jolie poulette étaient tous deux proches voisins. Ils habitaient la promenade, s'y promenant bien gentiment. Ils disaient à leurs camarades d'en faire autant. Le coq et la jolie poulette étaient tous deux proches voisins. Autrefois en Normandie, le paysan pouvait faire 2 récoltes sans travailler, la pomme et l'herbe. Dans notre joli pays autrefois, il y avait une fée bienfaisante. On l'appelait Tante Mariette. On pouvait la voir dans la campagne en tout temps, toute saison. Pourtant, nul n'aurait pu vous la décrire, car elle apparaissait toujours sous des traits différents. Un soir, Tante Mariette, sous l'allure d'une vieille mendiante, entra dans Maisoncelles sur 3 pattes. Elle se promena dans les rues et s'arrêta devant la plus grande et belle maison. Elle frappa à la porte et quand on lui ouvrit, elle demanda asile pour la nuit. Or, cette maison, c'était celle de la couturière du bourg, une femme riche. Elle savait manier le ciseau, le dé, l'aiguille. Elle était habile en son ouvrage
Et tout le monde s'entendait pour le confirmer. C'est elle qui réalisait toutes les robes de mariée des jeunes filles de la contrée. C'est elle aussi qui réalisait les robes de baptême dans chaque famille à la naissance du premier bambin. C'est elle encore qui cousait les robes superbes de toutes ces dames de la noblesse. Elle était riche, pourtant elle ne pratiquait pas des prix différents des autres couturières. Mais elle était guère honnête. Quand on lui confiait de longs métrages de tissu, elle en mettait de grands bouts de côté. Elle les cachait pendant un petit moment. Et puis plus tard, elle les utilisait pour sa confection. Et elle vendait l'objet de son larcin à bon prix, croyez-moi. Eh bien, c'est dans cette maison-là qu'habitaient Auguste et Bertille. Ils s'aimaient tous les deux depuis longtemps. Ils s'étaient choisis sur les bancs de la communale. Et le temps n'avait pas abîmé les sentiments qu'ils se portaient l'un à l'autre. Il avait même fait mieux le temps, en préservant cet amour véritable qu'il avait lentement poli, pour en faire un magnifique bijou offert à la vieillesse. Il n'avait jamais eu gros sous. Auguste était garde champêtre. Bertille, elle lavait le linge des autres. Mais le bonheur chemine le plus souvent aux côtés des choses simples. C'est du moins ce qu'ils pensaient tous les deux et ce qu'ils aimaient à se répéter. Le sourire de Bertille, son regard perdu dans l'incommunicable, donnait à son visage une beauté angélique. L'amour, quand il est véritable, procure à la femme cette émanation de bien-être qui la transforme en un véritable rayon de soleil. Aujourd'hui, c'est la noce d'Amélie. Voilà, ça y est. Amélie a dit oui à Pierre et Pierre a dit oui à Amélie pour le meilleur et pour le pire. Ils sortent de l'église, ils rejoignent le cortège et celui-ci s'ébranle cette fois en direction de la ferme des parents d'Amélie. On a transformé tout exprès la charretterie en salle de réception. Le cortège passe à travers champs. Il emprunte des chemins, des sentes, et puis il arrive près du bois. Et là, Amélie, plutôt que de regarder le brûlement, son mari, elle a le nez en l'air. Elle se demande si la fée verte de la torque va descendre sur ses noces. Ah, mais peut-être vous ne connaissez pas la fée verte de la torque? Non. Il est vrai qu'aujourd'hui, on n'en entend plus parler. Mais autrefois, elle descendait sur les cortèges. On entendait des craquements de rameaux, des bruissements de feuillage. Et voilà qu'elle apparaissait. Personne ne s'effrayait, personne ne s'étonnait. On l'attendait. Elle avait une longue chevelure rousse, des yeux clairs, un sourire charmant,
Elle portait une longue robe de lin, toute garnie de feuilles de lierre piquées à même l'étoffe. Des rameaux de chêne feuillu en bordaient l'ourlet, tandis que dans son dos, deux grandes ailes grises la soutenaient dans les airs. Oh.